1968, acte photographique et donc un documentaire réalisé par Aubry Edler qui est avec nous. Bonsoir Aubry. Bonsoir, Alors vous Michael. êtes journaliste, grand reporter, auteur et réalisatrice de documentaires. Et à vos côtés, Jean-François Leroy, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous êtes reporter, vous avez fondé Visa pour l'image. On en parlera évidemment dans cette interview et dans cette émission. Un mot tout d'abord sur votre ressenti par rapport au documentaire. Aubry, tout d'abord, est-ce que finalement le résultat est à la hauteur de vos attentes? Est-ce que vous comprenez maintenant les photos que vous avez découvertes naïvement durant votre enfance? Bien non, ça n'est jamais à la hauteur des espérances. C'est un peu d'ironie, mais c'est vrai qu'on a toujours envie de parfaire l'exercice, d'atteindre une forme d'excellence, même si voilà, on reste modeste. En réalité, j'aime beaucoup ce film. C'est un film de commande, ce qui est assez rare de la part de France 3 et France 3 Occitanie. Et l'aventure s'est révélée beaucoup plus riche que je n'imaginais, parce que voilà, on se dit 1968, on a tout vu, il y aura 50 documentaires qui vont sortir au même moment. En France, quand on dit 68, tout le monde pense à mai, alors que c'est Oui. une année extraordinairement américaine, mais internationale. Donc en fait, ça a été pour moi un voyage de découverte, même si je connaissais évidemment les photos que l'on y montre. Et puis j'ai rencontré des gens à la fois éclairés et qui aiment tant ce que l'on voit dans le film, que ça a été une belle aventure humaine. Et vous, Jean-François, vous avez participé également au documentaire. Quelle a été votre première réaction? Il est formidable parce que d'abord, je trouve que Aubry a choisi, je ne parle pas de moi bien sûr, mais de tous les autres interlocuteurs qu'elle a choisis. Je trouve que chacun dit des choses très intéressantes. Moi, Christian Cojol m'a dit des choses a dit des choses que je ne connaissais pas. Donc c'est toujours très intéressant, même pour un professionnel de l'image, d'avoir le regard d'autres professionnels sur des images qu'on connaît ou qu'on croit connaître, et découvrir ce qu'il y a derrière, c'est toujours formidable. Puis bon, le choix d'Aubry, elle m'en avait parlé, et c'est vrai que c'était des photos immanquables de 68, et une sélection rigoureuse comme celle-ci ne peut déboucher que sur un excellent documentaire. Mais finalement, quand vous regardez ce documentaire, est-ce que c'est l'œil du professionnel ou c'est l'humain qui parle en premier? Elle est où la limite pour vous? Pour moi, c'est l'humain qui parle d'abord. Parce que, si vous voulez, on peut parler en professionnel sur une image qu'on découvre, mais sur une image que l'on connaît, qu'on a déjà vue des milliers de fois, c'est l'humain qui parle. Sans ça, si vous voulez, si on continue à parler de technique, de ressenti, d'analyse de photos, au bout de 50 ans, c'est qu'on n'est pas professionnel, justement. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que quand on regarde ces photos que nous connaissions, finalement, on a surtout parlé d'humain. Non seulement du photographe, d'abord du photographe, parce que la photographie, elle est là, c'est charnel, on est heureux de la voir, mais c'est le photographe qui intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé à cet instant T? Pourquoi a-t-il fait ce cadre? C'est pour ça que je parle d'acte photographique. Il y a une volonté du photographe derrière chaque plaque, comme on appelle ces photos iconiques. Celle de McCullin, par exemple, qui continue à me bouleverser 50 ans plus tard. C'est l'une des rares, je crois, un des rares gros plans qu'il ait jamais fait. Je la regarderai encore dans 10, 20, 30 ans. Dans 30 ans, je ne sais pas si je vais encore très clair, mais bon, ce regard me bouleverse toujours de la même manière. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'on peut avoir des analyses intellectuelles, parce que derrière ces photos, il y a aussi un pan d'histoire. On pense à Koudelka ou à Caron et à d'autres, mais c'est l'humain d'abord qui parle, toujours. Nous avons rencontré Marianne Gollon, qui est la directrice de photographie du Washington Post. Elle participe à votre documentaire et je suis allé récolter ses premières réactions après l'avoir vu ici, lors de la projection à Visa pour l'image. Marianne, hello, bonjour. What do you think about this Qu'avez-vous pensé de ce documentaire ? Il m'a beaucoup intéressée parce qu'il traite de l'histoire à travers des photographies. C'est une idée brillante. Aubry est une formidable documentariste. Et de voir l'analyse de ces photos par plusieurs personnes, de comprendre leurs différents regards sur ces clichés, c'est vraiment remarquable et très important pour comprendre l'histoire. Pouvez-vous nous expliquer comment vous sélectionnez les photos au Washington Post ? Nous travaillons avec de nombreux photographes. Nous en avons 17 au sein du Washington Post et faisons appel à près de 200 photographes freelance un peu partout sur la planète. Nous attendons qu'ils aient de l'expérience, du talent, qu'ils soient impliqués dans le sujet.
et toujours dans la recherche de la vérité. C'est notre travail. And why today? Dans une période où tout doit être transparent, qu'est-ce qui fait que vous refusez une photographie? Donnez-nous un exemple. Il y a certaines photographies que nous refusons au Washington Post. Par exemple, lorsque nous sommes sur une enquête, nous voulons que les motivations du photographe soient incontestables. Et si nous avons un doute sur l'histoire qu'il veut nous raconter, nous ne publions pas. Le cliché doit toujours être accompagné du contexte dans lequel il a été pris, de la véritable histoire qui l'accompagne. On doit savoir comment et pourquoi cette photographie a été prise. Comment le photographe s'est trouvé sur les lieux du cliché. To be sure that we're not publishing something that's untrue, you know? So we're trying as hard as we can, and we all make mistakes, but we try to make as few mistakes as we ever can. We're trying as hard as we can to present the truth clearly. Mais on fait notre possible pour l'éviter, car nous voulons montrer la vérité. Nous rejetons les photos qui nous semblent douteuses parce qu'il y a une commande qui pourrait se situer entre le journalisme et la propagande. Thank you, Marianne. You're very welcome. Parmi les questions posées à Marianne à l'instant, je lui disais que ces photos pouvaient résonner par rapport à l'actualité. Aujourd'hui, d'ailleurs, comment avez-vous opéré, vous, le choix des photos parmi tous les événements historiques de 68 ? Alors, il y a 6 photos iconiques. J'avais décidé qu'il y en aurait 6, c'est très arbitraire, qui reflèteraient les 6 événements que je considérais majeurs de l'année 68. Là, vous montrez la photo de Koudelka, qui est donc l'invasion des troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie. On voit le Vietnam, le Biafra, mai 68, et l'assassinat du Dr. King, de Martin Luther King. Je les ai choisis de manière très personnelle, finalement. C'est-à-dire qu'à part celle que vous tenez dans les mains, qui est unique, puisque le photographe Joseph Lowe était tout seul dans le motel, le seul photographe présent dans le motel où a été assassiné King. Le reste, sur le Vietnam, il y a beaucoup d'autres photos. Moi, celle-ci est ma favorite, parce que pour moi, elle dit vraiment ce qu'est la guerre. La guerre, c'est ça. C'est pas des troupes qui montent à l'assaut d'une ligne de front. La guerre, c'est ça. C'est ça pour ceux qui la font, c'est parfois ça pour ceux qui la couvrent. Donc, elle résonne particulièrement pour moi. Cette photo est assez incroyable, je trouve, parce qu'en fait, c'est un portrait du soldat, mais on arrive à comprendre tout le contexte autour du cliché physique de cette photo. Oui, on n'a jamais retrouvé ce soldat, d'ailleurs, parce qu'il y a Catherine Leroy, l'année précédente, suivante, avait fait comme ça de très magnifiques photos, la guerre du Vietnam. Et au fil des années, on a retrouvé ce soldat-là, c'est un Marine. On ne l'a jamais retrouvé, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On sait qu'il est allé, il a rallié un hôpital, mais après, il s'est évanoui dans la nature. Ce soldat, voilà. Jean-François, à partir de quel moment peut-on considérer qu'une photo est iconique ? Déjà, c'est un peu facile comme réponse, mais déjà au nombre de fois où elle est publiée. Et si vous voulez, c'est difficile de parler du Vietnam sans publier le travail iconique de McCullin. Donc une icône, s'il y avait une recette pour fabriquer des icônes, ça se saurait, il y aurait beaucoup de photographes très riches. Hein. Mais là, si vous voulez, c'est vrai que pourquoi une photo devient d'un seul coup symbole de mai 68, du Vietnam ou de l'invasion soviétique ou de la famine en Afrique. C'est des espèces de magie qui font elles font résonner l'inconscient collectif et qu'elles s'imposent à nos esprits et qu'une fois qu'on les a dans la tête, on les lâche plus et je ne veux pas dire qu'elles nous obsèdent, mais c'est vrai que quand Aubry m'a appelé pour me parler de son projet, je lui ai demandé évidemment à quelles photos elle pensait. Elle n'a pas eu besoin de me les montrer pour que je les imagine. Vous voyez, elles sont là et elles seront là toute ma vie, quoi. Bien sûr. Vous avez fait partie, vous, des 2 clans
les journalistes et sélectionneurs, vous pour Visa pour l'image, vous pour votre documentaire. Quand je vois cette photo, par exemple, de ce génocide au Nigeria, on parle aussi de cet enfant qui est agonisant, on en parle dans votre documentaire. À partir de quel moment doit-on montrer ces photos? La limite, j'ai l'impression, elle est quand même infime entre montrer ce qui doit se passer dans le monde et le voyeurisme. Écoutez, je pense que heureusement que Le Campion, Caron, Depardon et d'autres, McCullin y est allé également l'année suivante, sont allés couvrir ce qui se passait dans ce qu'on appelait alors le réduit biafrais, que personne ne connaissait, ne comprenant pas non plus tout à fait ce qui pouvait opposer les forces nigérianes aux biafrais et les intérêts du pétrole, etc., qui attisaient énormément l'appétit des Français, des Anglais, des Soviétiques. Donc heureusement, moi je ne vois rien de voyeuriste là-dedans. Je vois un enfant décharné qui garde un regard comme il nous condamne, ce regard, tout de même. Absolument. Et heureusement qu'elle existe, cette photo. Et grâce à ces photographes-là, le Biafra a fait le tour du monde. Dans le documentaire, en effet, on le voit, la solidarité même du comité juif américain pour tenter, en tout cas, de sauver ces populations qui étaient réduites à la famine. Mais à quoi pense un journaliste quand il prend ce genre de cliché? On prend par exemple la mort de Luther King. Comment ressort le photographe après le cliché? Est-ce qu'on vit le moment à ce moment-là? Je crois qu'il y a beaucoup de photographes qui réagissent de façon, j'allais dire, presque instinctive. Mais quand vous êtes photographe, votre travail, c'est de réagir à l'instant, c'est de réagir à ce qui se passe devant vous. Et là, dans tous ces cas-là, je veux dire, bon, Koudelka, il était surpris, l'invasion soviétique, c'était pas annoncé 3 jours avant. Et là, cette idée magnifique de photographier sa montre, qui signifie la fin de la liberté pour son pays. Et puis, mais pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit à propos de cette photo, est-ce qu'il faut la montrer ou pas la montrer? Moi, je vais vous dire une chose que je dis toujours, il n'y a aucune photo qui soit pas montrable. Ce sont les situations qu'elles enregistrent qui sont indécentes. Là, ce qui me choque, c'est pas la photo, c'est de savoir que la communauté internationale laisse des gamins crever de faim. Ça me choque, beaucoup plus que l'image elle-même. C'est ce que vous voulez montrer aussi avec Visa pour l'image? Complètement. Complètement. Moi, si vous voulez, je m'interdis aucune image de situation violente, parce que le photographe... Alors on me dit, oui, mais par exemple, est-ce que là, le photographe, il ne devrait pas leur donner à manger? C'est pas son boulot. S'il y a un tremblement de terre, le photographe, il est pour témoigner. Et comme a dit Aubry tout à l'heure, ça a fait le tour du monde et ça a mobilisé tout le monde. Si le photographe pose ses boîtiers, d'abord, il ne peut pas nourrir 200 000, 300 000, 500 000 personnes. Donc, en avertissant de la situation à travers le regard insoutenable de ce môme, il fait son boulot et il le fait magistralement. Alors, une fois que vous sélectionnez l'un et l'autre vos photos, il faut savoir les mettre en valeur. C'est aussi un peu votre travail, Jean-François, avec toutes vos équipes ici à Visa pour l'image. Et justement, il se trouve que Dorothée Béraud et Jean-François Puy-Cavaz étaient dans les coulisses pour les préparatifs des expositions de cette 30e édition. Chasser la moindre petite poussière, apposer au millimètre près la légende du tirage, les petites mains toutes gantées de blanc saphir. Parmi les 12 étudiantes recrutées, Jessica, qui pratique la photo et se destine au journalisme, est une assidue du festival. Elle apprécie d'en découvrir les coulisses et pour elle, c'est une première. Avant, j'étais spectatrice et maintenant, je peux les voir. Je vois l'envers du décor en fait. Donc c'est encore plus impressionnant de se rendre compte de tout ce qui doit être fait en amont avant que les gens puissent observer les photos le jour de l'ouverture. Voilà 30 ans que le service décoration est en charge de l'encadrement et de l'accrochage. En 1989, le premier festival comptait 800 photos, puis très vite, ce fut 1500 tirages par édition. Si jamais vous mettez les photos qu'on a encadrées bout à bout, une à côté de l'autre, vous partez de Perpignan et vous allez jusqu'à la Jonquera, c'est-à-dire il y a 45 000 photos, ça fait 27 km. Voilà. Et quand vous y pensez, ça donne le vertige? Ça fait du bien, ouais. Coup d'envoi de cette 30e édition du Festival international Visa pour l'image, le 1er septembre. 25 expositions entièrement gratuites seront proposées aux visiteurs. Nous sommes toujours à Perpignan pour Visa pour l'image. C'est du 1er au 16 septembre. Et comme nous avons la chance d'avoir 2 professionnels avec nous, je voulais vous soumettre à un exercice. Je vais vous montrer 3 photos qui sont diffusées ici, à Perpignan. Et je vais vous demander, dans un premier temps, spontanément, de me dire ce que vous pensez de la photo. D'accord? La première, la voici.
Il s'agit donc apatrides, abandonnés et rejetés, la crise des Rohingyas. Et pour contextualiser, en fait, ce peuple est totalement chassé par les Birmans. Ils proviennent du Bangladesh. Et c'est une haine qui existe depuis très longtemps, probablement religieux aussi. Est-ce que vous pouvez d'abord me dire quelle est votre première réaction quand vous voyez cette image? Alors, j'avais identifié les Rohingyas. J'y vois le désespoir et la détresse d'un civil, victime, encore une fois, d'un conflit qui sans doute lui échappe et qui ne semble pas avoir beaucoup d'espoir. Voilà ce que j'y vois. Jean-François. Ben pour moi, c'est pareil. Ce monsieur est apatride puisque les Birmans lui ont retiré la nationalité des Rohingyas il y a déjà 15 ou 20 ans, que Mme Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, a protégé l'armée birmane dans leur massacre qu'ils ont perpétré en Birmanie. Donc ces gens se sont réfugiés au Bangladesh. Ils sont plus de 700 000 et ils sont, comme le disait Aubry, désespérés et empreints de douleur et d'incompréhension. Encore une fois, l'incompréhension devant la connerie des hommes. Bien sûr. Donc là, vous me parlez de l'histoire de cette photo, mais quand on regarde bien la photo, par exemple, il y a cet arc-en-ciel qui est quand même le symbole d'un renouveau, le soleil après la pluie, les regards qui vont dans la même direction. Oui. D'accord. Oui, ce qui est magnifique, ben, chacun y voit oui, ce qu'il tout à fait. veut. Non, mais tout à fait. C'est aussi ça, tout à fait. Vous, la en tant richesse que des grand images. reporter, d'ailleurs, vous avez vécu souvent ce genre de situation. Mais sans l'arc-en-ciel. D'accord, très bien. Et vous, pourquoi vous l'avez-vous programmé donc ici? Moi, si vous voulez, cette année, je fais deux expositions sur les Rohingyas, celle de Paula Bronstein et celle de Kevin Fryer. Parce que, une fois encore, le gros de la migration des Rohingyas s'est fait en septembre-octobre l'année dernière. On en a finalement assez peu parlé. Et pourtant, ces gens vivent aujourd'hui dans une situation que personne ne semble vouloir régler. On va maintenant parler, alors juste pour info, il y a quand même 2 journalistes de Reuters qui ont été condamnés à 7 ans de prison pour avoir essayé d'enquêter sur cette histoire. Ils sont donc emprisonnés et donc en Birmanie... Ils n'ont pas été sur cette histoire, ils enquêtaient sur un massacre de 10 Rohingyas par des policiers et des policiers leur ont fabriqué des preuves pour pouvoir les inculper, il faut le dire comme ça. Bah, comme ça, c'est rétabli, tout à fait. Allez, deuxième photo. Il s'agit maintenant de Big Food, qui a été prise en 2016. Donc la population s'agrandit à vue d'œil, autant que les ressources annuelles s'amenuisent. Les industriels tentent de compenser ce problème sanitaire en transformant ici des poulets. Ça veut dire, Aubry, qu'ici, il n'y a pas que la guerre et la famine qui doivent interpeller ou choquer. Ça contribue à une prise de conscience? Absolument, on pourrait parler d'environnement, ça en fait partie d'ailleurs, on pourrait parler de détresse animale. Moi, ce qui me frappe dans cette photo, c'est que intellectuellement, je comprends qu'elle me montre une situation absolument abjecte, mais à l'œil, je trouve que elle est extraordinairement esthétique. C'est-à-dire que c'est parfois aussi le miracle de la photo de rendre esthétique ce qui est insupportable. Parce qu'on se doute que ces poulets n'ont pas eu une vie de happy chicken, comme on dit pas chez McDonald's. Donc voilà. Et pourtant, dans la couleur, dans le cadre, dans l'alignement de ces ouvriers qui travaillent à la chaîne, il y a quelque chose qui est très beau. C'est troublant. Jean-François, vous avez déclaré vous efforcer de présenter chaque année une sélection de ce qui se fait de mieux en matière de reportage et de photojournalisme. En quoi cette photo est-elle la crème ? Cette photo est la crème parce que Georges Steinmetz qui l'a réalisée, ça fait plus de 5 ans qu'il travaille sur la bouffe industrielle et que effectivement dans les problèmes environnementaux, cette surindustrialisation de la bouffe, quand on voit l'ensemble du travail de Georges, après, si vous voulez, ça me fait bien marrer quand on me sert un poulet en me disant que c'est un poulet fermier et je suis pas sûr qu'ils viennent pas de là. Ah non, ça c'est sûr. En plus, quand on regarde bien la photo, je sais pas si on va pouvoir le voir, mais les poulets tout en haut luisent, c'est absolument abominable. Il faut les vernir pour les rendre plus appétissants. C'est incroyable. Troisième et dernière photo, la voici. Colombie, renaître de Catalina Martin Chico. Martin Chico, pardon. On voit Olga, qui est une ancienne FARC. Elle faisait donc partie des 40% de femmes qui composaient la force armée révolutionnaire de Colombie. Il était interdit de tomber enceinte. Les choses ont changé, bien sûr, après le traité de paix en 2016 et après plus de 50 ans de violence. Donc, un mot tout d'abord sur votre ressenti. Alors, cette photo, je la connais bien, parce que je connais bien Catalina et que j'ai un peu travaillé
autour de ces reportages, parce qu'elle est allée plusieurs fois. Moi, c'est intellectuellement tout de suite que ces femmes empêchées en effet de donner naissance à des bébés dans des conditions abracadabrantes au fin fond de la jungle, soit elles étaient médicalisées pour ne jamais être enceintes, soit elles avortaient et on leur prenait le bébé et qui disparaissait parce qu'il fallait continuer la lutte. On voit ces femmes donc, qui ont laissé les armes avec leurs époux, leurs compagnons, leurs familles. Et pour moi, malgré la bouillasse, on devine que franchement, la vie ne doit pas être fantastique là, dans ce camp. Ben, c'est un espoir. Là, pour le coup, contrairement à la première photo que vous nous avez montrée, là, il y a la renaissance. Pas uniquement parce qu'il y a un nouveau-né, mais il y a un espoir de renaissance pour ces milliers de femmes, d'hommes qui étaient dans la jungle pendant des décennies, de réintégrer la société, de réintégrer la vie de leur pays. Donc moi, j'y vois de l'espoir. En même temps, on peut être un peu troublé par cette photo, Jean-François. On peut être sensible par cette femme qui allait, par exemple, donc symbole de renouveau. Mais en même temps, il faut rappeler que cette femme a contribué à la mort de 260 000 personnes quand même. Oui, mais il y a eu des conflits, il y a eu des excès des deux côtés. Hein. Je veux dire, l'armée colombienne, ils n'ont pas été blanc-bleu tout le temps. Donc, si vous voulez, je ne peux pas me permettre de juger de la culpabilité de cette femme sans connaître exactement qui elle était. Et moi, j'y vois aussi beaucoup d'espoir. Et puis, l'explosion de la natalité en ce moment en Colombie, depuis les accords de paix, c'est juste un grand espoir pour ce pays. Parce que la paix, c'est ça aussi. Hein. C'est de ne pas, pour les décennies qui suivent, faire balancer au-dessus de la tête de cette jeune femme, qui n'est qu'un symbole ici, les atrocités commises pendant les 30 dernières années. Et la paix, ça sert à ça. Dites-moi, Aubry, quelle est la position des femmes aujourd'hui dans le photojournalisme ? Il faut lui demander à lui. Alors, Jean-François ? Vous savez, les femmes dans les femmes dans la photo, il y en a toujours eu beaucoup. Hein. Je ne vais pas revenir sur la libération des camps par Margaret Bourgeois et Clee Miller, le Vietnam avec Catherine Leroy, le Liban avec Françoise de Mulder, la Bosnie avec Alexandra Boula. Et puis aujourd'hui, des gens comme Lindsay Addario, Alice Martins. Le boulot d'Alice qui est exposé ici est absolument magistral. Donc pour moi, les femmes, elles ont toujours eu... Marie-Laure de Decker, il y en a eu plein, Christine Spengler. Ouais. Moi, si vous voulez... alors, il y a peut-être quelques sujets où les femmes sont avantagées, parce que je ne pense pas qu'un homme photographe pourrait faire le travail sur les prostituées de Bombay, comme l'avait fait Marie-Hélène Marc, avec son bouquin Falkland Road, qui est juste éblouissant. Les petites filles qu'on marie, sans Stéphanie Sinclair, je ne pense pas qu'elle aurait eu cette proximité avec les gamines. Mais autrement, vous savez, pour moi, il y a les bons photographes et les mauvais photographes. Alors justement, j'ai une dernière question à vous poser, parce que l'activité photographique aujourd'hui est pléthorique, avec les smartphones, les téléphones portables, les réseaux sociaux. Je pense que le métier maintenant est devenu exigeant. Est-ce que c'est une réalité ? Oui, mais vous savez, c'est pas parce que j'ai un stylo que je suis Shakespeare ou Balzac, et c'est pas parce que vous avez un smartphone que vous êtes Cartier-Bresson ou Salgado. Hein. Donc il y a beaucoup de gens qui font de la photo, mais il y a très peu de photographes. Pas mieux. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et Aubry, donc, on vous souhaite bonne chance. Je sais qu'il a été sélectionné ce documentaire à Blois. Exact. Voilà. Des rencontres historiques. Absolument. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis donc, Visa pour l'image, merci Jean-François d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors justement, Visa pour l'image fête ses 30 ans cette année et Aude Chéron était dans les coulisses pour fêter cet anniversaire. Pour ce premier festival international du photoreportage, le nom de Visa pour l'image est encore loin d'être ancré dans les esprits. Septembre 1989, le premier festival de photojournalisme paraît même presque insolite à Perpignan. Une première sans grands moyens, se souvient Sylvie Grimbach, cheville ouvrière dans l'ombre de Visa pour l'image depuis sa création et aujourd'hui toujours en charge de la communication. On a fait comme les cirques qui font la promotion de leur spectacle ou de leur arrivée dans une ville. Et on avait une 4L avec un gros micro et on disait ce soir au Palais des Rois de Majorque, grande projection. Et au départ, c'est vrai que il y a eu des présentateurs de télévision qui sont venus parce qu'on pensait que ça pouvait attirer plus facilement le public. Il y a des photos qui sont... La notoriété de Michel Pollack ou encore Yves Mourouzi, des stars du petit écran, donne un coup de projecteur sur ce festival auquel personne ne croit encore.
En parallèle, Visa s'impose dès le début comme le rendez-vous des grands noms du photojournalisme, à commencer par Alberto Corda, le photographe de la révolution cubaine, auteur de la célèbre photo de Che Guevara. Le festival a toujours voulu faire connaître des photographes mythiques et tant qu'il y en avait. Et c'est vrai que Corda, avec sa photo du Che, c'était le premier Visa. Corda, vous savez, a jamais gagné d'argent avec cette photo, mais il n'avait vraiment pas d'argent et il signait des photos pour aller manger, quoi. Des souvenirs émouvants que Sylvie Grimbach livre pudiquement, plus préoccupée par l'avenir de la nouvelle génération de photoreporters et par la préparation de la 31e édition de Visa pour l'image. Visa pour l'image continue jusqu'au 16 septembre et je vous rappelle que ce festival international de photojournalisme à Perpignan est gratuit, que vous avez toutes les informations sur le site visapourlimage.com. Merci à toutes les équipes d'avoir réalisé cette émission et de l'avoir préparée. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Émilie Broussoulou qui découvre 7 pour son magazine Au Sud. Et quant à moi, je pense que je vais aller me coucher parce que j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain en direct pour 9h50 le matin. Passez une très belle nuit sur France 3.